Est-ce que c'est marqué enthousiasme ou enthusiasm sur le mur là, auquel tu fais référence? Au propos de Samuel Montembeault, donc... parce que c'est ça. Parce que je pensais que tu nous amenais dans les coulisses, mais c'est dans l'antichambre des coulisses. Exactement. C'est le contraire. Ben, non, c'est ça. Je pense que c'est dans l'espace réservé aux joueurs. Oui, c'est dans l'espace réservé aux joueurs. C'est pas dans le vestiaire comme tel. Je comprends, je comprends. C'est pour ça que je fais ce face-là. C'est Samuel qui racontait ça hier. C'est un espace VIP. Donc, on en jasait ensemble, mais j'ai pas vu de mes yeux le mot enthousiasme. Alors, pour remettre en contexte, l'amorce de ton excellent texte du jour... C'était bon. C'était un bon, hein? Écoute, moi, je suis retourné lire. Là. Ça, là... Des comptes rendus, des analyses, c'est pas des comptes rendus, des analyses de matchs là, qu'on relit. C'est parce qu'il y a valeur littéraire ajoutée. Ou des mots qu'on comprend pas. Il n'y avait pas de mots qu'on comprenait pas. Cette fois-ci, non. Cette fois-ci, non. Osmose, c'est facile. C'est une blague. Là. Je sais ce que ça veut dire. J'espère. C'est quoi? Si tu le gardes, si tu le dis. C'est un cocktail. Osmose, c'est mélangé. C'est mélangé. D'ailleurs, cet épisode sera... sous osmose. Non, donc c'est ça, remettre en contexte, tu écrivais que c'est ça. Sur un mur, dans l'espace réservé aux joueurs, il y a le mot, je présume que c'est en anglais, là, je disais ça pour cabotiner, enthousiasme. Puis ça m'a d'abord, moi, peut-être que je vous l'apprends, là, mais c'est genre de... J'aime ça. L'enthousiasme, j'aime ça. Je trouve que c'est une belle valeur. Est-ce que c'est une valeur? C'est un beau message ou enfin c'est une valeur. C'est une belle, c'est une valeur. Belle façon, ouais, c'est une belle façon de voir les choses. C'est une valeur, l'enthousiasme. D'ailleurs, j'ai fini par écrire émotion, mais j'ai... Pas sûr non plus. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une émotion, ça c'est sûr. Une émotion? Mais j'ai longtemps jonglé avec... Ça c'est sûr. As-tu vu comment il me l'a dit? Ben, il va voir la définiction de l'enthousiasme. Ça, c'est sûr que le mot émotion ça, est marqué. Sûr. Mais j'ai longtemps jonglé avec le mot approprié. Je me disais trait de caractère. Non. Tu sais, c'est ça, j'étais pas certain. Valeur. Posture. Ouais, c'est pas vraiment une valeur. Un état. Peut-être. Non, est-ce que mon micro fonctionne? Posture. Une posture. Non. Je l'essaye. En tout cas, bref. Mais qu'est-ce que tu as dit juste avant? J'étais allé avec la définition la plus simple. Un état d'esprit, un état. La raison pour laquelle je dis que c'est une valeur, c'est que dans le hockey, c'est reconnu comme étant quelque chose de précieux qu'on recherche, que les entraîneurs recherchent. Guy Boucher a toujours voulu... Il répétait constamment, on travaille beaucoup sur l'enthousiasme. C'est-à-dire, tu sais, l'idée de dire, les gars sont contents de venir à l'aréna, là, c'est une espèce de cliché éculé du hockey, les gars qui sont contents de venir à l'aréna tous les jours, etc. Mais c'est le degré zéro. Est-ce que tu es content? Aimes-tu ta job? Es-tu content de venir au travail? Exact. Puis est-ce que ça te rend prête à travailler puis à donner le meilleur de toi-même? Alors, et ça, c'est un état... au point de vue de l'équipe qui est pas évident à aller chercher parce que ça va au-delà des victoires et des défaites. C'est Kent Hughes, lors de son allocution plus tôt cette semaine, disait on est dans un sport d'équipe, mais il y a toujours un risque que les facteurs individuels rentrent en ligne de compte, l'individualisme rentre en ligne de compte et que finalement, les considérations de dire « ouais, mais lui, il a plus de temps de jeu que moi », etc., c'est les carrières de chacun qui sont en jeu, c'est leur gagne-pain qui est en jeu. Et ça, c'est des facteurs qui sont susceptibles de miner l'enthousiasme du groupe. Alors, quand tu as un entraîneur et un groupe de leaders qui travaillent sur l'enthousiasme puis qui permettent de l'élever, ben ça bénéficie à tout le monde. Puis c'est pour ça que Montembeault en parlait, parce que lui, c'est une des choses dans lesquelles il a puisé pour pouvoir se sortir du trou. Ouais. Exact. Ouais. Ça, sa famille. Ouais. Il a avoué aussi cette semaine que l'équipe olympique, la possibilité de participer aux Jeux olympiques avait pesé très lourd. Là, moi, il y avait ça en tête. Ça a été un poids. Il me l'a dit quand on a jasé dans le vestiaire en début de semaine. Donc, il a pu mettre, je pense, tout ça derrière lui. Puis, c'est vrai ce que tu dis. Puis ça peut avoir l'air simple, mais... Ça vaut pour tout le monde dans tous les milieux. Là. Pensez simplement à votre milieu de travail. C'est là que j'allais. C'est la même chose pour tout le monde. Donc, tout le monde cherche à atteindre cet état-là, Mais Dieu que c'est pas facile parce qu'on se compare tout le temps. Pourquoi elle a ci, pourquoi lui a ça, pourquoi pas moi, pourquoi... Et donc, c'est pas simple. Alors oui, ça prend une belle unité, ça prend une abnégation, ça prend du dévouement, ça prend... la perspective. Martin Saint-Louis a parlé de ça hier aussi dans son point de presse. Alors, c'est très facile à identifier comme élément clé. C'est facile à marquer sur le mur.
comme élément clé pour avoir du succès puis que l'environnement soit heureux. Mais c'est vraiment pas facile à atteindre. Ouais. Enfin, je trouvais qu'il y avait là une belle leçon. Et je pense que il y a tellement d'éléments que tu peux pas contrôler pour y arriver là, à créer une réelle ambiance enthousiasmante ou enfin qui mène à l'enthousiasme. Mais ça part certainement du leadership, ça part certainement de l'entraîneur, même de la direction générale, j'irais jusqu'à dire. Alors, c'est sûr que là, c'est marqué sur le mur. N'importe qui peut le marquer sur le mur, mais déjà, d'en avoir conscience, c'est un premier pas. Puis on peut penser que, dans le contexte actuel, il y en a de l'enthousiasme. Ah, puis c'était marqué pas d'excuses dans le temps de Michel Terrien, puis ça leur a pas empêché d'en trouver. Je veux dire, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai, nécessairement. 2 semaines après, ben là, on a beaucoup de blessés, puis des matchs en 2 jours, puis non, c'est vrai. Est-ce que c'était marqué pas d'excuses ou no excuses? Les deux. C'était un en dessous, un en haut de l'autre. Les deux. En dessous de l'autre. Pas que ça soit bien grave, là, mais j'étais curieux. Mais apparemment, il y a un collègue qui m'a confirmé qu'on le voit, qu'on voit cette écriture. Je pense que ça fait partie d'une phrase. Il y a le trou, il y a une serrure. Là. Si tu te mets à genoux, tu te penches, tu regardes par dans le documentaire que la Ligue nationale a sorti sur Juraj Slavkovski, ils ont identifié... Je vais regarder encore, mais... Moi non plus, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas vu là, mais ils ont identifié quelques joueurs de différents pays. Ils ont suivi un peu et tout ça. Puis il y en a un sur Slavkovski, là-dedans. Et on m'a dit, effectivement... on le voit? On le voit. Bon! Alors, tu pourras avoir la réponse à ta question, mon cher. Puis moi qui accroche sur le fait français, j'ajouterai, on va checker ça. Okay. Aujourd'hui, qui es-tu, Alexandre Texier? J'ai volé une page dans le livre à Martin. Ouais. Il n'est pas là, mais j'en parle tout le temps. Martin Leclerc. Qui es-tu, Alexandre Texier? Exercice de relations publiques chez les sénateurs. Et Kovacic, ça fait 20 ans. C'est tellement OK. Épisode 454. Ils sont vos journalistes affectés aux affaires du hockey, messieurs Marc-Antoine Godin et Alexandre Gascon. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ouais, j'apprécie le tout. C'est juste l'opportunité qu'on me donne d'être ici. Puis, j'en suis reconnaissant et puis fier. Puis, j'essaie de me donner toutes les chances pour y rester. Alexandre Texier, le héros de la semaine jusqu'à maintenant. 2 matchs coup sur coup de 3 points. Tour du chapeau hier. Là, je vais faire bien attention là, pour pas... J'ai vu tour du béret. Mais si jamais je tombe, ramenez-moi. Mais j'étais en France l'été passé, puis j'ai pas vu de béret. J'ai pas vu personne avec sa baguette. Sous le bras. Non. Il faudrait peut-être comme... aller avancer un peu. C'est comme quand on leur reproche de parler de nous... ici au Québec qui vivons dans des... C'est ça, des nos ceintures fléchées. Nos ceintures fléchées en course de chien de traîneau. Exactement. Ouais, essayons d'avancer. Ouais. Ben, c'est un souhait, là. J'ai rien. Mais donc, tour du chapeau, hier, pour Texier. Je commence avec une confidence. Je pensais... Tu sais, quand le Canadien l'a signé, on disait, ça prend des corps. Mm-hmm. Moi, je pensais que ce serait pas mal ça. Ça prenait le corps de Tex. Tu peux enchaîner. Tex le corps. Aïe. C'est lourd. Marc-Antoine, aidez-moi quelqu'un. Sortez-moi de ça. C'est bon. Non, mais il reste juste 55 minutes. C'est correct. Accroche-toi. OK, reprends. Je m'excuse. Et là, je sais plus quoi penser. Je suis pas du genre... Il a quoi, 26 ans? Mm-hmm. Tu sais, à un moment donné, il y en a des exemples, mais à un moment donné, c'est rare qu'un gars, comment dire, sa trajectoire change drastiquement à cet âge-là. J'entends par là d'un joueur qui a un rôle mineur à un joueur qui a un rôle majeur. Mm-hmm. Alors, la question, elle est là. Qui es-tu, Alexandre Texier? Et là, c'est moi qui s'en va. Ciao! Ouais. Ben, Alexandre Texier, sa trajectoire à ses premières années, à son arrivée dans la Ligue nationale, donnait à croire qu'il allait devenir le joueur qu'on voit présentement. C'est-à-dire que c'est
peut-être jusqu'à ses 3 premières années dans la Ligue nationale. Il y a eu un certain moment où, avec les Blue Jackets de Columbus, il y a eu une passe, là, environ une demi-saison, où il était leur meilleur attaquant. Alors, c'était pas une grosse équipe. À l'époque, les Blue Jackets, et malheureusement pour eux, ça ne l'est pas encore. Non, c'est ça. Mais c'est rassurant. Ça n'a pas changé. On peut se fier là-dessus. Des constantes. Ouais. Mais bon, il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées dans sa vie. Il a pris il a pris une pause de pratiquement 1 an où il s'est éloigné de la Ligue nationale. Il est retourné en France et tout a semblé se dérégler chez lui. À son retour à Columbus, ça ne fonctionnait plus. Il est passé à Saint-Louis, ça fonctionnait encore moins. Mais c'est pas non plus quelque chose qui... Les atouts ont toujours été là. Ses habiletés fines ont toujours été là. Puis, je pense que là, il débarque... Il y a 2 choses. Il débarque dans un milieu où, au niveau du type de hockey qui est joué par le Canadien, ça convient à son style. Mm-hmm. Puis il y a aussi le fait qu'on parlait d'enthousiasme tout à l'heure. Dès ses premiers matchs à Montréal, il a dit « Moi, si je me sens bien à l'extérieur de la glace, si... Entre bizarre, les 2 oreilles, ça va bien. C'est bizarre. Ça va se transformer. Ça va se transposer sur la patinoire. Puis, il est dans un très, très bon état d'esprit. Puis, il se retrouve au milieu d'un groupe qui est dans un très bon état d'esprit aussi. C'était frappant de voir, après le match de mercredi, après la victoire de mercredi soir, les sourires de tout le monde. On sent que les joueurs du Canadien aiment ce qui se passe en ce moment autour de l'équipe. Ils ont du fun. Et... peut-être que je fais du coq-à-l'âne, là, mais vas-y. Martin Saint-Louis, il parle beaucoup du brand, hein, la façon de jouer du Canadien, en fait, la marque de commerce du Canadien. Le brand du Canadien, il se développe et il y a très longtemps, il avait dit « Moi, je veux en venir à un point où, dans le fond, peu importe qui va rentrer dans la formation un soir donné, tout le monde va, de façon symbiotique, va pouvoir... » s'adapter. C'est un gros mot, ça, symbiotique, quand même. Merci, je pense à toi. Ouais. C'est parce qu'il y a un Y, ça vaut pour 10. Exactement. S'il y a un Y, c'est un gros mot. C'est pas plus compliqué. Voilà. Et... Donc, c'est ça. Donc, peu importe ce qui est dans l'alignement, notre façon de jouer va être assez forte que tout le monde n'aura pas le choix de suivre la parade. Puis en ce moment, ce qu'on voit, c'est que oui, les jeunes, mais les derniers arrivants, que ce soit Texier, Danault ou Blais, ils sont venus contribuer à cette façon de jouer-là. Et tout le monde rentre dans la formation et s'ajoute au groupe de façon très simple, de façon... Il n'y a pas de période d'adaptation. C'est organique. Ouais. Et vraiment, Texier est un très, très bon exemple de ça. Donc, le contexte est bon. Mais la question était... Qui es-tu? Qui es-tu? Hier et avant-hier, c'était ses 261e et 262e matchs en carrière dans la Ligue nationale. C'est la première fois qu'il récoltait 3 points. Je pense que c'est une bonne chose de se le rappeler. Là. C'est merveilleux ce qui arrive à Alexandre Texier en ce moment. Je ne pense pas personnellement que ce soit la solution à long terme pour jouer avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. Non. Tant mieux si ça fonctionne bien en ce moment. C'est ponctuel. C'est une très belle histoire. Ouais. Et ça nous permet de faire plein de jeux de mots, de qualité, de gags, exactement, et de remplir notre balado. De faire jouer la Marseillaise. Exact. Non, Jack, non! Alors, tout ça, c'est superbe, mais quand un gars approche 300 matchs dans la Ligue nationale, généralement, tu as une assez bonne idée de ce qu'il va donner. Oui, tu as raison, il y a des exemples. Il y en a des joueurs qui ont connu une éclosion tardive. Martin Saint-Louis en est un pour toutes sortes de raisons, là, parce qu'on lui a mis des bâtons dans les roues beaucoup, mais il y en a plein d'autres. Pierre-Alexandre Parenteau est arrivé dans la Ligue nationale à quel âge? Il devait avoir ça, 26, 27 ans, facilement. Ça se voit. Il y en a plusieurs exemples, mais souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas eu leur chance ou ils n'ont pas joué, ils n'ont pas pu jouer, ils se sont retrouvés dans des contextes défavorables, etc. Texier avait quand même tout près de 250 matchs de jouer dans la Ligue, plusieurs saisons derrière la cravate. Tu veux dire, c'est que ces gars-là n'avaient pas ça, 200 matchs. OK. Généralement, oui, exactement. N'avaient pas eu les mêmes occasions, la même plateforme nécessairement. Ça arrive, là. Il y en a qui continuent à s'améliorer constamment. Brad Marchand est probablement le plus bel exemple de tout ça. Mais c'est très rare qu'on voit un gars, comme tu le disais en intro. Il faut se méfier, c'est ça. Il faut se méfier. C'est une façon de parler, là, mais je pense que c'est un joueur de profondeur qui a certainement... mettons, en maniement de rondelle, ses mains, hier, c'était flagrant. Là. Oui, c'est vraiment des qualités élites. Dès ses premiers entraînements avec le Canadien, on l'a vu, là, à quel point il y avait de bonnes mains. Mais je pense pas qu'il va pouvoir s'établir comme un attaquant top 6
avec cette équipe-là, qui en plus, qui en a beaucoup là, de jeunes talents. Donc, là, ça fonctionne, c'est très bien. Puis peut-être qu'on n'a pas besoin de se poser trop la question, puis de voir où est-ce qu'on va aller avec tout ça. Mais je sais pas, j'ai de la difficulté à le placer aussi dans la photo de famille, là. Alexandre Texier, quand tout le monde va revenir. Et mais c'est dans ce sens-là que exact. Moi, je le voyais vraiment comme une solution de rechange, un peu comme un diachylon là, en ce moment. Alors, même après ces 2 belles prestations-là, j'ai quand même de la difficulté à voir exactement où sera sa place. Parce que il va falloir répondre, c'est ça. Ça va prendre une réponse à cette question-là éventuellement. Oui, mais je pense que je disais au dernier podcast que le Canadien a perdu des joueurs plus rapidement qu'il les retrouve. Fait que cette idée-là de retrouver qu'est-ce qui va arriver quand le Canadien va être en santé, c'est vrai que il y a quelque chose d'enivrant de penser à ça, là, mais en même temps, c'est quoi les chances que ça arrive vraiment, que le Canadien se retrouve avec 0 blessé? Là? Je sais pas. Ça n'avait pas été corrigez-moi, mais mardi, quand on a enregistré, il n'y avait pas encore été question là, de la botte thérapeutique. Non. C'est comme ça que ça s'appelle? Oui. De la botte de Kirby. Doc. Non, cela dit, il était sur la glace hier, par exemple. Avec ce qu'il avait sa botte? Pas sur la glace. Est-ce que ça se peut, une botte avec une lame? Texier appelle ça des bottes. Le gardien, j'ai vu qu'il était haut sur ses bottes. Il a dit ça l'autre jour. Donc, Faut t'expliquer quoi? Là? Non, j'ai pas rien. J'ai tout compris. Non, mais c'est parce que tu as dit faudrait m'expliquer. Oui, excuse-moi. Oui, j'ai pas tout compris. Comment tu peux te promener avec une botte thérapeutique puis patiner le lendemain? Ça m'apparaît comme... On n'est pas docteur, là, mais c'est parce qu'un patin, c'est très solide aussi. Un peu. C'est très solide, c'est très stable. Donc, je sais pas si tu as mal plus quelque part au pied ou... Ça fait plus mal en marchant qu'en patinant? Ça peut, oui. Tout à fait. Exact. Mais ça fait mal c'est pas l'articulation, mais ça doit quand même faire mal. Là. Tu te promènes encore avec une botte. Puis je veux dire, là, il y en est dans sa 8e semaine. Là. Ça fait tout près de 8 semaines que Kirby Dach, on avait annoncé une absence de 4 à 6 semaines. Puis normalement, une fracture au pied, c'est pas le genre de blessure surprise là, qui, c'est beaucoup plus long que prévu parce que l'articulation n'a pas repris sa mobilité comme on aurait cru. D'habitude, une fracture, c'est au pied. L'échéancier est assez clair. Donc, c'est quand même étonnant, voire inquiétant. Ce qui a été étonnant aussi, c'est que ça ressemblait à un lapsus, mais Kent Hughes a parlé d'une cheville. Mais là, après ça, le Canadien a dit il s'est trompé, il voulait dire le pied. Oui. Bon. Je trouve ça étonnant quand même. Oui. Quand le directeur général dit non, mais on le sait, il est blessé à la cheville. OK. Mais en même temps. Non, il était blessé au pied. Oui. Mais en tout cas. Qui dit vrai. Mais on peut dire. Non, mais je ne veux pas de conspiration là-dessus. Ça peut être un lapsus. Le français, c'est pas. Il est moins à l'aise qu'en anglais, on s'entend. Donc, tu te dis. Regarde, l'équipe est revenue en disant Kent Hughes a dit la cheville, il voulait dire le pied. Bon. OK. Pardon. Parce que si c'était la cheville, un retard possible dans une ça serait dans une convalescence facile à comprendre. Okay. C'est là mon point. 3 minutes de cheville. On y est presque. Je termine avec Texier. Est-ce que ça se peut que ce soit un attaquant top 6? Oui, parce que dans le fond, c'est ça. Là. Est-ce que c'est top 6 ou bas 6? Regarde, ce qu'il a démontré depuis qu'il est arrivé à Montréal, c'est qu'il était une meilleure solution sur le trio de Suzuki que Zachary Bolduc. Alors, partons avec ça. Ça s'est mis à fonctionner, ce qui n'est jamais arrivé avec Bolduc pour l'instant. Il y a eu des bons matchs chez Bolduc, mais de manière générale, c'était très inégal. Ouais. Trop inégal pour ce qu'un premier trio a besoin. Alors, c'est pas une solution idéale, c'est pas un complément parfait à ce dont Suzuki et Caulfield ont besoin, mais ça fait le travail. T'sais. Alors, à moins qu'il y ait une transaction qui amène un autre profil de joueur à Montréal d'ici la date limite des transactions, je regarde à l'intérieur, je regarde dans le buffet du Canadien, puis à part Kirby Dach, sur lequel, Kent Hughes, on a évoqué durant la conférence de presse la possibilité qu'il puisse jouer sur le trio de Suzuki. Il a fait c'est une option. Puis il est passé à autre chose. Il n'avait pas l'air particulièrement. Il avait nommé il a nommé 2 noms, il me semble. Dach et Newhook. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si Newhook serait aussi un meilleur candidat. Il l'avait déjà essayé par le passé. Oui, c'est ça. Fait que
Pour l'instant, j'aime les chances de Texier, nonobstant la possibilité qu'ils aillent chercher un joueur plus gros bonhomme, attaquant de puissance, etc. Tu sais, je sais pas, moi, tu sais, Ivan Barbashev à Vegas, là, s'il était disponible, là, ça serait un parfait complément. Évidemment, il ne le sera pas. Peut-être Blake Coleman. Ce type de joueur-là, ça serait génial. Mais à défaut d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, Texier m'apparaît comme un gars qui pourrait faire son beau chemin. Surtout si le Canadien connaît du succès, comme il le fait en ce moment, que les choses continuent ainsi, tu te dis, ben là, pas besoin non plus de se casser la tête. Parce que ça, c'est une autre conclusion qu'on peut tirer de la conférence de presse de Kent de l'autre jour, c'est qu'il est très heureux des succès de cette équipe-là, mais je ne suis pas certain qu'il va donner beaucoup d'actifs, utiliser beaucoup d'actifs pour améliorer cette équipe-là maintenant, si, dans le fond, c'est des actifs qui pourraient lui être plus utiles pour améliorer l'équipe plus tard. Parce que là, sans dire que c'est du gravy, là, ce qui se passe, c'est... Il a quand même dit, notre équipe performe. Notre équipe est plus compétitive que ça qu'on s'attendait. On est en avance sur l'échéancier. Alors, dans ce temps-là, tu dis, OK, ben là, ce qu'on a, ça marche. Puis quand on aura plus de joueurs, ben on aura plus d'options. Mais là où je te rejoins, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune autre option claire, effectivement, pour jouer. Tant que tu laisses Slavkovski avec Kapanen et Demidov, puis ça fonctionne très bien. Puis depuis ce temps-là, ça diversifie l'attaque du CH, qui était déjà bien, là, mais on se comprend. Il n'y a pas d'option claire pour compléter Suzuki et Caulfield. Donc, ça fait en sorte que Texier pourrait rester là un bout. Juste pas. Quand je disais, je ne suis pas certain qu'il va devenir un attaquant de top 6 soudainement. C'est à long terme. Je ne le vois pas là. Mais ça pourrait faire pour un bout, là, pour le reste de la saison, certainement. Puis je le demandais surtout sous l'angle de personnel, là, parce que je comprends là, que Montréal, ça lui va bien, là, mais je veux dire, je parle de lui, là, sa carrière à lui, là, peut-être ailleurs, là, ou enfin, parce que c'est une intuition, là, ça n'a aucune valeur là, empirique, mais moi aussi, je le vois mal. Je vois pas, j'ai de la difficulté à y trouver une place dans ce portrait-là à Montréal, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place puis que c'est pas évident qu'il y en a une. Mais je me dis, wow, est-ce qu'il vient de se remettre sur les rails? Là? À ce titre-là, je pense que oui. Il pourrait... c'est un gars qui, comme tu disais, le potentiel qu'il avait quand il a été repêché, il vient de reconnecter. Là. Puis peut-être qu'il est parti. S'il restait comme ça, comme on le voit dernièrement depuis une dizaine de matchs, et ça restait comme ça jusqu'à la fin de l'année, c'est sûr que là, il va avoir besoin d'un contrat à la fin de cette saison. C'est sûr qu'il y a une équipe quelque part qui pourrait dire, lui, il pourrait être une option pour nous sur notre top 6. On le verrait sur notre deuxième trio. On a besoin justement d'un gars qui a des habiles, etc. Il y a quand même plusieurs bons atouts. Il est capable de jouer au centre si le besoin s'en fait sentir, capable de jouer en infériorité numérique, bonne protection de rondelles. Les mains, on en a parlé 12 fois. Mais, un excellent tir aussi. Peut-être que c'est un gars qui pourrait intéresser une équipe dans un rôle plus offensif. Mais dans le portrait du Canadien, à moyen-long terme, ça m'apparaît moins évident. Enfin, on verra. Ça serait un luxe de l'avoir. Tu dis, tu le gardes sur ton troisième trio, etc. Ça serait le fun. Mais tu vois, en même temps, si le Canadien est allé chercher Zachary Bolduc, jeune joueur qui va monter avec l'équipe, ben lui... Il finirait par se battre pour le même poste. Là. C'est le même problème. Il y a trop de bons joueurs dans ces... c'est un problème. Depuis des années, je le dis. Il y a trop de bons joueurs. T'as-tu vendu ton chandail de Chris Tierney, finalement? Oh boy. Là, je comprends pas. Chris Tierney il y avait tellement de bons joueurs dans le temps. Hein? Oui, OK. Qui jouait à Laval. Toujours été le cas. Il est arrivé de San Jose. Il avait joué quelques matchs. Quelques matchs. Quelques matchs. Ils n'ont pas toujours été dans le trèfle jusqu'au bout. Rappelez-vous quand je jasais de ça avec un collègue, quand Rem Pitlick était la saveur. Ça, je pense que j'aurais plus allumé. Bon, d'accord. Alors, bonne chance, Alexandre. C'est ça, c'est une équipe ailleurs là, dans la Ligue nationale qui pourrait le convaincre en lui disant qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est parfait, excuse. Oui, une équipe qui pourrait le convaincre. En lui disant on a de bonnes boulangeries ici à Columbus. Franchement. Pas à Columbus, ailleurs qu'à Columbus. À Nashville. À Los Angeles. Il y a un magasin de bérets. Franchement. On n'est pas loin. Encore un but des Alexandre hier, hein?
Hey, combien de buts de Marc-Antoine sur une passe de Marc-Antoine t'as couvert cette semaine, toi? Hein? Aucun. C'est ça. Jack, il en a assez entendu. C'est suffisant. Ouais, c'est ça. Combien de buts de Marc-André sur une passe de Marc-André? T'as peut-être plus de chance. Ouais, il y avait des arrêts de Marc-André à l'époque, mais là... Ça, c'est terminé. OK. Là, tiens, je voulais saisir la balle au bon, mais finalement, la balle, elle a arrêté de rebondir, puis elle a roulé dans le coin. Mais, regarde, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as parlé de Blake Coleman, et c'est sorti dans les rumeurs cette semaine. C'est Pierre Lebrun. Hein? Quand je suis des rumeurs de gens qu'on connaît, on peut se permettre. Et il y avait celle aussi avec, c'est comment il s'appelle, Sherwood? Kiefer. Sherwood à Vancouver. Ça date il y a quelques semaines maintenant. Mais on parle d'un prototype de gros ailier rugueux. Et ça m'a étonné un peu, surtout dans la foulée, parce que Lebrun a mentionné ça cette semaine, puis c'était presque parallèle au point de presse de Kent Hughes, où est-ce qu'il a été interrogé sur la surabondance de ces des attaquants qu'il y a dans cette équipe-là. J'ai trouvé ça... je trouvais que c'était antinomique, que ça ne marchait pas ensemble. Tu as déjà trop d'attaquants. As-tu besoin de plus d'attaquants? Tu as trop d'attaquants. Il y en a trop. Il y a beaucoup de joueurs, mais... il y a de la quantité, mais il y a matière à améliorer. Il y a des rôles à combler. Ouais. Il y a des rôles spécifiques à combler, je pense. Puis là, on parle de Blake Coleman, mais c'est quand même le type d'athlète là, que le Canadien n'a pas nécessairement en abondance. Il y a beaucoup de joueurs, point, mais dans cette catégorie-là, pas nécessairement tant que ça. De l'expérience, c'est ça, un solide attaquant en échec avant, peut-être pour compléter le trio de Suzuki et tout, capable de finir des jeux, qui a remporté la Coupe Stanley, etc., etc. C'est ça, là. Il n'y a pas de... On crache pas sur... ça foisonne pas, puis si tu peux juste simplement améliorer, rehausser le niveau. Samuel Blais fait du bon boulot en ce moment, mais c'est sûr que c'est mieux que Samuel Blais. Quand tout le monde va revenir, on peut penser que Joe Veleno va se retrouver sur la galerie de presse ou peut-être ailleurs si tout le monde est là. Alors, ça pourrait représenter une amélioration malgré tout. Là, si Blake Coleman correspond à un profil dont le Canadien a besoin, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que tu peux le préciser? Le profil, ouais. C'est-à-dire, c'est d'avoir un gars, justement, qui est très fort en échec avant, qui apporte de la robustesse, qui se salit le nez, qui est capable de compléter des jeux, qui joue en infériorité numérique et qui est à son meilleur en séries éliminatoires. Et c'est pas non plus un petit gabarit. Je dis, c'est pas un gars énorme. En fait, il est même 5 et 11. Ah oui, je pensais qu'il était... Mais il joue plus gros que ça. Okay. Alors, c'est pas un gars pour qui le gabarit a jamais posé problème. Et au fil des ans, il a quand même marqué sa part de but. Là. Je pense que sa dernière fois, il y a eu 30 buts il y a 2 ans, mine de rien. T'sais. Il y en a quand même 13 ou 14 cette année, je pense. C'est ça, il y en a 13, oui. Sauf que, il a 34 ans, donc c'est pas une solution à long terme. La question que le Canadien va devoir se poser, c'est est-ce qu'on va chercher un joueur dans un contexte de court terme. Donc, comme ils ont fait avec Dano. C'est une location à long terme. C'est un an luxueuse. Plus le reste de la présente saison. T'sais. C'est ça, Dano. Hein? Il y a clairement un délai là, peut-être avec la prochaine année et demie parce que Josh Anderson, Brendan Gallagher, Philippe Dano, s'ils vont chercher un gars comme Blake Coleman, Alexandre Carrier, tout ce monde-là arrive. Ces contrats-là expirent. Ouais. C'est pour ça que la vraie fenêtre de compétitivité où le Canadien va être jeune, il n'y aura aucun contrat qui va être agaçant pour eux autres. L'année ne sera plus là. Quand tu es rendu à 27-28, c'est très, très séduisant comme perspective. Alors, tu peux aller chercher un joueur qui va te permettre de t'amener jusque-là. Et parce que là, à 34 ans, Coleman, c'est pas un plan à long terme. C'est pas 2027-2028. Alors, le prix que tu paies pour un joueur à court terme, il faut que ça ne sert à rien, comme je disais tout à l'heure, de dépenser des actifs, de trop gros actifs, si dans le fond, ça va t'empêcher plus tard, au-delà à partir de 27-28, d'aller te renforcer pour t'améliorer là où tu en as vraiment besoin. Parce que ça,
sans dire que c'est un band-aid, c'est une solution qui dure 1 an et demi. Ouais. Alors, et le problème dans tout ça, c'est qu'un gars comme Coleman, si les Flames disent OK, nous, on est prêts à l'échanger, ils vont le céder au plus offrant. Ben oui, exactement. Alors, c'est pas évident de dire est-ce qu'on est capable d'obtenir un joueur comme celui-là sans payer trop cher? C'est un prix. Alors, c'est rare. Surtout que c'est un profil qui est difficile à trouver. Puis que Philippe Danault a valu un choix de 2e tour quand même, alors qu'il était au plus bas, là, tu sais. Ouais. Donc, on peut s'attendre à ce que la valeur de Blake Coleman soit plus élevée que ça, pas mal. OK. Mais là, je t'ai demandé de faire son profil. C'est pas Josh Anderson? Non, mais il est plus petit. Il est plus petit. Non, mais je veux dire, est-ce que les qualités de Coleman, c'est les qualités de Josh Anderson? Ça ressemble à ce que Josh Anderson peut apporter. En plus gros, puis oui, déjà chez nous, puis en gratis. Puis Josh Anderson, il est encore là, pour encore 1 an et demi. Oui. C'est ça. On aurait 2 Josh Anderson. Mais un Josh... Je pense que Blake Coleman t'a joué un petit peu plus habile pour compléter des jeux, probablement. Son QI hockey est probablement plus élevé que celui de Josh Anderson. Anderson, par exemple, ça marche pas avec Suzuki Caulfield. Alors que Coleman, peut-être. Coleman, ça sonne pas comme une solution, là, je veux dire. Non, mais on n'a pas dit que... Je sais, on a évoqué le nom, puis là, on est allé un petit peu plus en profondeur là-dessus, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Tu sais, Kiefer Sherwood, moi, je serais très surpris aussi, là, surtout que les... Parce que c'est une autre affaire qui va coûter cher. Oui, puis son... Il est le fun, mais sauf qu'un jour, l'équipe qui va le signer... Son CV est moins l'équipe qui va le signer à long terme cet été... Il va le regretter. Ils vont signer pour des mises en échec qu'il a déjà données. Pas pour celles qui vont s'en venir pendant 6 ans. Là. Non, c'est ça. Son pedigree... non, ça, ces mises en échec-là... sont déjà données. Ils sont déjà données. Son pedigree est pas mal moins étoffé que Blake Coleman aussi. Oui. Coleman, c'est quoi? C'est 2 conquêtes? Oui, avec le Lightning, il formait ce fameux 3e trio avec Yannick Gourde puis Barclay Goodrow. Ouais. Ben, écoute, si Kiefer Sherwood s'était assuré qu'elle allait rester de même pendant des années, je serais à bras raccourcis dessus. Là. Mais c'est juste qu'à mon sens, ça ne m'apparaît pas comme quelque chose qui est viable pendant super longtemps. Des gars de ce profil-là, c'est très... Il y a une raison pour laquelle leur cote monte, puis ils sont très, très emballants, mais à un moment donné, c'est l'équipe d'après que tu fais... J'ai toujours en tête David Clarkson. Avec les Devils, c'était sa fin du monde. Puis là, il signe au New Jersey avec Toronto, puis là, ça fait poète. En même temps, il y a l'effet aussi, l'effet Toronto, mais c'est un bon exemple. L'effet Toronto. L'effet Toronto. Là où tout le talent va mourir. Toronto. Venez amener votre talent pour le regarder mourir. Ça serait bon, ça, sur le... Non? C'est un brainstorm, là. Oui, il n'y a pas de mauvaise idée. Non, merci. Ça me fait. Voyez-vous, par contre, puis à la lumière de votre rencontre, enfin, vous étiez là, au point de presse de Kent Hughes, voyez-vous une affaire de quelque chose comme ça arriver, un joueur de location, entre guillemets, pourrait amener... Parce que c'est de ça dont on parle. Je pense que Hughes lui-même n'est pas certain. Là. C'est ça. Moi, je vois... C'est ça. Je vous pose la question parce que... Mais premièrement, il faut prendre en considération le marché actuel en fonction du classement. Ouais. Dans l'Est, toutes les équipes font partie de la course. Dans l'Ouest, presque aussi, à part peut-être les Canucks puis les Jets. Donc, ça risque de moduler un peu le marché. Ça a le temps de changer encore, mais ça fait 3 mois là, que la saison a commencé, puis personne n'arrive à se détacher véritablement. Donc, ça peut faire en sorte... Il a dit, ça ne m'étonnerait pas que ce soit une date limite des échanges plutôt tranquille. C'est ça. Oui, c'est comme s'il mettait la table. Là. Exact. Donc, il y a ça en partant. Il y a le contexte, il y a le marché. Et lui, au moment où on se parle, ne sait pas, là, je suis pas mal convaincu, il y a des idées, c'est clair, de ce qu'il aimerait faire et tout, mais ne sait pas s'il va procéder, il va opter pour une manœuvre, puis aller chercher du renfort. Donc, ça va vraiment être en fonction de ce qui va se présenter à lui à ce moment-là. Donc, c'est impossible à dire. Puis, il y a aussi le fait que Michael Hage, je pense, joue un rôle dans toute l'équation, là, dans le portrait de famille. Le grand là. spectre. Oui. Je sais que Kent est emballé par ce qu'il voit de Michael Hage. Il est allé voir 3 des matchs de l'équipe Canada Junior au dernier mondial. Évidemment, on le sait, là, Hage a été le meilleur joueur de son équipe, du moins le meilleur attaquant. Alors, quelle sorte de place on veut lui laisser dans l'avenir? On revient avec cette idée-là que tu ne veux pas amener un vétéran qui va barrer le chemin à un jeune.
Alors, mais à mon sens, il y a quand même... Age ne serait quand même pas le joueur de gros gabarit qui serait le profil qui manque aux Canadiens, qui, à mon sens... Moi, j'ai toujours en tête, là, ça s'en vient une équipe qui va devenir une équipe de séries éliminatoires. Est-ce que tu as suffisamment de joueurs de série maintenant? Ouais, un Josh Anderson plus jeune, là. Oui, ça serait pas de refus. T'sais. Alors, tu sais, des... Là, on parle de j'ai lancé le nom de... Je dirais pas non. J'ai lancé le nom de Barbashev, évidemment, qui est dans une équipe compétitive, fait que c'est un autre dossier, mais il y a Coleman, il y a Voronkov, il y a Dylan Holloway qui est plus jeune, Will Coyle avec les Rangers. Cooley, non, ça, je comprends. Ça, je comprends. Je te parle de style de joueur qui pourrait fonctionner. Après ça, est-ce qu'ils deviennent disponibles? Généralement, ces gars-là ne le sont pas. Ne le sont pas, non, exact. Mais c'est ça. Alors, le jour où est-ce que tu dis qu'il n'est pas disponible, je vais te faire une offre qui va le rendre disponible. Mais pour forcer la main d'un autre dirigeant, il faut que tu aies encore beaucoup de munitions. Fait que c'est pas le temps de donner un choix de première ronde pour Blake Coleman. Je pense pas qu'il ferait ça. Bien, je suis content. Ouais. Je suis content qu'on ait réglé ça. Et donc, il n'aura probablement pas Blake Parce que Coleman. c'est ce que Blake Coleman risque de générer. Ben, probablement. Oui. Bon. Hein? Est-ce qu'on en règle des affaires? Tellement. Bon, Hockey. Excusez. OK, on continue. On poursuit. Affecté aux affaires du hockey, c'est ça? Non, tellement hockey. Ah. Des fois, il faut juste que tu continues comme si de rien n'était. C'est ce que je fais, là. Okay. On parlera de Samuel la prochaine fois. Je veux Montembeault, ouais. Samuel Blais? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Samuel Blais. Le segment de Samuel Blais n'est pas revenu. Ben oui. Les gens entendent ça, là. Samuel Blais, c'est... Restez là. Dans 15 minutes. Non. Ben, OK. Moi, Samuel Blais, je l'aime. Laissons faire Samuel Blais, mais je veux juste revenir sur un truc. Sur un truc rapidement. Hier, en jasant avec Paul Maurice, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il est passionnant. Oui, il est le fun, fort, Paul. On en parlait, Godini. Le grand Godini. Il grande Godini et moi-même hier. Abracadabra! Vous me voyez plus. Je pratique mon italien. Alors, on l'aime beaucoup. Puis, c'était intéressant ce qu'il disait sur le Canadien parce que là, ça faisait 6 défaites hier matin. On est rendu à 7 défaites de suite pour les Panthers contre le CH. Il a avoué très candidement. Je sais pas. Je sais pas. Je sais les rivières. Le Canadien, je sais. Mais le Canadien, je sais pas. Mais je trouvais ça quand même intéressant parce qu'il dit c'est une nouvelle. C'est comme si c'était une nouvelle équipe qui est en constante évolution, qui a énormément de talent, qui acquiert de la maturité, qui définit de plus en plus son style de jeu. Mais le style n'est pas encore complètement défini. On ne connaît pas nécessairement leurs tendances. On ne sait pas toujours à quoi s'attendre. Puis ça fait en sorte qu'on a de la misère à les cerner et à les contrer en ce moment. Et on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire. Et je ne sais pas. On ne sait pas quoi faire. Mais je trouvais ça super intéressant. Je sais les hivers. Je sais le froid. C'est le froid, exact. C'était ça. Mais le Canadien, je sais pas. Et c'est ça, je trouvais ça vraiment bien parce qu'il dit c'est comme une nouvelle équipe. Quand on joue contre le Lightning, on sait à quoi s'attendre. Contre le CH, on n'est pas parvenu à les décoder encore. Et en même temps, il y a un peu de ça. À l'opposé, Martin Saint-Louis disait notre culture est bien établie, puis on a notre brand, on a notre marque de commerce, notre image de marque, on sait comment jouer, les joueurs le comprennent, sont convaincus, l'appliquent. Le fait faire aux autres, mais il demeure imprévisible, tu sais. Et il y a quand même cet équilibre-là à perpétuer. Ça va être intéressant de le suivre. C'est comment avoir une image ou un style de jeu aussi défini tout en étant capable de rester imprévisible pour les autres équipes. Évidemment, le talent vient jouer un rôle là-dedans. Mais, tu sais, Carrier disait, les Panthers, là, on le sait, sont prévisibles. Ils ont toujours la même Gagner 2 affaire. Coupes Stanley en étant prévisibles. Mais c'est avec lui que je jasais quand on parlait un peu du système back-to-back chop. Puis c'est super simple. Là, on remet des rondelles aux défenseurs, on met les rondelles au filet, on fait dévier, on saute sur les retours. Ça s'appelle back-to-back chop. Exact. Okay. Échec avant intense, tout le kit. Puis super agressif en zone défensive aussi. Et donc, pour eux, ça a fonctionné. Le Canadien est ailleurs. Souvent, en plus, une équipe de possession de rondelles, on s'entend. Et puis, l'opposition des styles, puis l'imprévisibilité, la prévisibilité, je trouvais ça super intéressant. Cette prévisibilité-là que Maurice, dans le fond, a décrit. Parce qu'il semble dire qu'on ne sait pas encore, mais est-ce que ce sera ça, c'est ça le style du Canadien?
Ben, à mon sens, il a encore besoin d'être ciselé, mais on s'en approche. C'est ça qui est tellement en balance, parce qu'il commence à avoir une certaine maîtrise de leur façon de jouer aujourd'hui. Exact. Tu te dis, si c'est ça aujourd'hui, ça va être quoi dans 2-3 ans? C'est ça qui est le fun. Parce que c'est pas un produit. Mais c'est pas linéaire. Ça sera pas linéaire. Non, c'est ça. Non, c'est pas un produit fini, mais il y a suffisamment eu de progression, d'essais et erreurs, puis de définition de ce que cette équipe-là est en train de devenir pour poser problème aux doubles champions de la Coupe Stanley, ou du moins à leur entraîneur qui fait « OK, je les regarde dans ce qu'ils étaient en 2023 puis aujourd'hui, puis my God, c'est pas pareil. Ça évolue constamment. C'est un organisme vivant. Ouais. Mais est-ce que ça va rester comme ça? C'est ça que. Ou il y a, une finalité où est-ce que les autres équipes vont savoir comment le Canadien joue, ou en fait qu'il va y avoir des patrons faciles à identifier ou pas faciles, mais repérables? Ben, certainement qu'il y aura des patrons repérables parce que c'est pas non plus de la physique nucléaire, mais c'est un bon point. Le CH s'ajuste à chaque équipe. Oui, c'est ça. Ouais. Puis souvent, on entend, nous, on regarde pas ce que les autres font, on applique notre style, puis c'est aux autres de s'adapter à nous autres. Dans le cas des Panthers, c'est rigoureusement vrai. Le Canadien qui a sa façon de jouer, puis une idée claire de ce qu'ils veulent faire, mais malgré ça, encore une fois, hier, Carrier disait, en fonction de chaque équipe, on apporte de petits ajustements. On tweak des trucs. Ça m'apparaît sage comme approche. Oui, mais c'est ce qui fait en sorte peut-être que ça devient plus difficile de dégager des tendances. Ouais. Mais toutes les équipes, à un moment donné, finissent par avoir leur façon de faire. Ils savent ce qui fonctionne pour eux en fonction du personnel qu'ils ont sous la main. Puis le fait que les autres équipes comprennent ce qu'une équipe cherche à faire, c'est pas un désavantage en soi. C'est juste que si tu es une équipe talentueuse, tu vas pouvoir imposer ta volonté sur la patinoire, va être capable d'appliquer ton plan de match, mais c'est pas... et c'est là où le talent naturel peut ressortir du côté du Canadien, faire en sorte que même si à un jour, les autres équipes vont les voir venir en disant « Ben oui, le Canadien, on le sait, ils sont comme ça », mais ils ont beau le savoir, ils auront peut-être de la difficulté à les arrêter. Tu sais, je pense que Alexandre te donnait faisait une comparaison avec le Lightning de Tampa Bay. C'était-tu lui qui mentionnait le fait que... C'est Maurice. C'était Maurice, justement. Le Lightning, ça fait des années, tu sais à quoi t'attendre, nous autres, mais ils ont quand même été un rouleau compresseur pendant longtemps, parce que t'as beau le savoir, ça reste difficile. Ça reste à faire. Ça reste compliqué. Ouais. Ça en fait plus de la bonne musique comme ça. Avez-vous été... Ben, d'abord, il y a une chronologie d'événements. On s'en va à Ottawa. D'accord. Okay, d'accord. Ça va? Parfait. Parfait, il faut y aller tôt, par exemple. On prend le train. On prend toujours un train. Il y a eu comme... ça a commencé là, sur les réseaux sociaux, là, des gens qu'on connaît pas, qui disaient qu'ils savaient des affaires, qui affirmaient qu'ils savaient de sources sûres des affaires. Puis là, on vous dira ce qui se disait, mais tout en se gardant en utilisant le conditionnel, parce qu'évidemment, tout ça, c'est très évanescent. C'est pas très concret. Mais ça a quand même mené à une sortie officielle de Steve Staios, président des sénateurs, dans un communiqué, comment dire, où, tu sais, des fois, quand tu parles, tu peux mal choisir tes mots, mais là, c'est écrit, tu sais. Ouais. Puis, j'imagine qu'il y a des gens qui l'ont relu. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont lu. Mais dans lequel, si vous ne l'avez pas vu, là, Staios dit, là, traduction libre, que ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux à propos de l'absence de Linus Ullmark, parce que c'est de ça dont il est question. Ullmark est absent depuis quelques jours maintenant, puis c'est pour des raisons personnelles, et il n'y a pas d'autres détails, évidemment, qui ont été donnés. Mais ce que Staios dit, c'est que là, ce qui s'écrit là, sur Internet, là, c'est des trolls, puis c'est des gens. Ces gens-là sont malades. Ouais. C'est des mots... enfin. Et le communiqué se termine en disant « Et c'est ça qui est ça, il n'y aura pas d'autre, c'est terminé, là, les fausses rumeurs, c'est le point final là, de la communication sur ce sujet. » Bon. C'est-tu pas payé comme... Oui, c'était assez bien résumé. Oui. Je fais ça là, sans filet, là, je ne l'ai pas sous les yeux.
Ben écoute, en gros. Non, j'aurais pu l'imprimer. T'as raison, Marc-Antoine, oui, t'as raison. T'aurais pu, non, mais bien ils disent... paraphrasé, là, on est dégoûté que des forces extérieures essaient de perturber notre club de équipe. hockey. Ouais, c'est ça. Alors voilà, alors cette affirmation-ci va mettre un point final à ces spéculations ridicules. Okay. Alors ça, c'est le bout de rôle du communiqué, parce que ça va faire exactement l'inverse. Okay. Ouais. Alors, ce que ces choses-là, ce qui s'écrivent sur Internet, c'est que si Linus Ullmark n'est pas là, c'est parce qu'il y a une brouille avec des coéquipiers. Ce serait une histoire d'infidélité sur la route. Ullmark aurait... Est-ce que je peux utiliser l'ultra conditionnel? Mais même pas aurait, là, selon un compte. C'est ça. Qui a été effacé depuis. Tout de suite après. Ouais, que Stéos essaie de. Ce qui est incroyable, juguler, c'est que Ullmark aurait été pris en flagrant délit d'infidélité et dans sa défense, il aurait dit. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Je suis pas tout seul. Tel gars, puis tel gars. Et là, évidemment, les autres. Donc, vous imaginez, bon. Et ce serait ça qui expliquerait l'absence de Ullmark. Et c'est à quoi, officiellement, les sénateurs répondent dans ce communiqué. Hein, c'est pas pire, ça? Ben, c'est franchement étonnant parce qu'il s'en dit de la boîte là, sur les médias sociaux là, constamment. Puis des histoires de moi, j'ai vu... Si tu décides de t'attarder à ça, tu n'as jamais fini. Alors, comment se fait-il que le président des opérations hockey des sénateurs d'Ottawa a fait ça? On va adresser cette rumeur-là, puis tu sais, la tourner en dérision, la démentir, puis en même temps profiter, puis en même temps mettre un gros éclairage sur cette histoire. Là, tu braques les projecteurs là-dessus. Si genre, on n'en parlerait pas en ce moment, puis Dieu sait que nous incarnons ce qui est important puis ce qui ne l'est pas. Puis on n'en parlerait pas s'il n'y avait pas... On incarne beaucoup ce qui est important. Non, mais c'est vrai qu'on n'en parlerait pas si c'était pas du pour qu'il ait décidé de réagir, c'est parce que ça a dû avoir de l'impact jusque dans le vestiaire. Ouais. C'est clair. Parce que, comme tu dis, il s'en écrit, là. Il s'en écrit des fausses rumeurs, il s'en écrit des affaires... pas possible, puis dégueulasse et tout. Puis généralement, les gens, ils prêtent... Oui, en fait, c'est presque tout le temps faux. Et généralement, la plupart des joueurs, ils prêtent pas vraiment attention ou, tu sais, ça leur glisse sur le dos comme de l'eau sur le dos d'un canard. En tout cas, peu importe. Ça colle pas. Et dans ce cas-ci, tu te dis, il faut absolument que ça perturbe notre équipe de hockey jusqu'à un certain point. Il faut et la famille. Tu sais, c'est ça aussi, là, c'est que tu t'attaques à la famille. Tu sais, je comprends que quand tu es un joueur de hockey professionnel, ça vient avec le boulot maintenant. Évidemment, tu vas te retrouver sous les projecteurs. Tu vas être critiqué, tu vas être hué probablement. La majorité des joueurs vont l'être, j'imagine, une fois, peut-être pas personnellement, mais vont entendre des huées dans leur carrière, c'est certain, en tant que membre d'une équipe. Donc ça, tu t'y attends, puis je pense qu'il faut que tu acceptes ça jusqu'à un certain point. Et quand la famille est impliquée là-dedans par la bande, que ça prend des proportions, que ça devient complètement disproportionné, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont dû très, très mal réagir. Ils sont à l'étranger présentement. Ils sont même pas avec leurs femmes, leurs enfants, peu importe. Donc, j'imagine que Steve Staios, c'était sa façon de je sais pas, là, de soutenir sa gang. Là, on vous laissera pas tomber là-dedans. Mais comment se fait-il que un compte Twitter qui a disparu peu de temps après, avec une rumeur, ça a fait en sorte que cette rumeur-là, il y a eu un tel effet boule de neige, ça a pris de l'ampleur, ça s'est rendu jusque-là, dans le vestiaire, probablement à leur famille et tout, puis que ça les a affectés particulièrement. C'est ça qui est étonnant puis un peu incompréhensible. C'est pour ça qu'ils ont décidé de réagir. On peut le comprendre, mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait presque juste mettre de l'huile sur le feu. Là. Enfin, moi, ça m'apparaît comme une très mauvaise position très délicate. Je sais pas trop quoi en penser. C'est une équipe qui a des difficultés aussi en ce moment. Là. Ils avaient eu un bon début de saison, les Sénateurs, puis à un moment donné, il y a eu du sable dans l'engrenage. Là, ils ont perdu. Ils ont gagné 2 de leurs 8 derniers matchs, puis dans la foulée de cette histoire-là, de ce communiqué-là, ils sont allés perdre 8-2 au Colorado. Perdre au Colorado, jouer la veille aussi. C'est normal. Mais ils ont quand même
subi une sérieuse mangé une. Oui, absolument. Ben, le Canadien avait perdu quoi? 7-1? Oui, c'est ça. Oui, mais en même temps, c'est ça. Là, toute la journée, il y avait eu cette histoire-là. Là. C'est sûr que ça a un impact à un moment donné sur les gars. Puis, c'est fou parce que on disait, à une certaine époque, pas si lointaine, on avait l'impression qu'il y avait toujours une espèce d'histoire farfelue comme ça qui émergeait d'Ottawa. La brouille entre Erik Karlsson puis Mike Hoffman. Hubert. Le Hubert Gate avec Matt Duchesne, Martin Raymond et compagnie. Tu sais, tout le temps des espèces d'histoires invraisemblables. Puis là, tu dis, bon, on a un nouveau propriétaire. Nouvelle ambiance. On a assaini l'air. Ça fait du bien. L'organisation s'en va dans la bonne direction, autant sur la glace que le personnel qui a été engagé, etc. Puis là, t'arrives avec ça. C'est malheureux pour vrai. C'est vraiment malheureux pour eux. Mais tu dis c'est un mauvais exemple de gestion de relations publiques. En même temps, c'est pardonne-moi l'expression anglaise, mais c'est un petit peu damn if you do, damn if you don't. Parce que si tu laisses cette histoire-là aller puis qu'elle prend des proportions par elle-même, comme l'orgelet de ma mère. Hein, comme l'orgelet de ma mère, oui. Prend des proportions. C'est pour ça que tu as eu le petit sourire tantôt quand j'ai dit disproportionné. Oui, OK. Je comprends. C'est encore du Pérus. Je comprends, OK. Là, c'est encore du Pérus. Mais si tu laisses cette histoire-là voguer puis qu'elle prend de l'ampleur, on pourrait très bien se tourner vers l'équipe et dire, ben là, comment ils font rien, là, ils attaquent. Puis ça, on a dans notre cours à Montréal, on a très souvent reprocher aux Canadiens de dire ils disent rien, puis en laissant les choses aller comme ça ne fait que grossir la problématique. Puis c'est peut-être ça qu'ils ont cherché à faire. D'essayer de noyer le poisson. Mais dans ce cas-ci, je ne sais pas s'il y avait une bonne façon de le faire. Le ton employé aussi n'a pas dû aider, honnêtement. Moi, je pense que c'est dans ce détail-là. Vraiment, tu ne feras jamais taire les trolls. Non. C'est comme s'ils ne comprenaient pas comment l'Internet fonctionnait. Tu aurais pu faire un communiqué pour dire que tout ça était très malheureux, que ça avait un impact très négatif sur la vie des joueurs qui sont pas des qui sont des vrais êtres vivants, qui ont des familles, que c'est de très mauvais goût, puis que c'est faux. Et que c'est complètement faux, et que c'est la dernière affaire qu'on va dire là-dessus, sans attaquer personne, parce que ça ne fait que raviver ces gens-là qui carburent à ça. L'attention qu'ils viennent de recevoir. Pour vos problèmes de relations publiques, contactez la firme Alex et Alex. Alex sur une passe d'Alex. C'est comme ça que ça va s'appeler. C'est très bon. Notre cabinet. On engage Carrier puis Texier. Non, c'est nous deux. OK. Notre cabinet. Notre cabinet. T'aimerais ça avoir un cabinet. Toi aussi, t'aimerais ça avoir un cabinet. Defensive squad. I think their goal, I really start to believe their goals is to be the worst defensive squad in the league. And they're doing such a great job to be the worst defensive squad in the league. They turn the puck over. They have no vision. They're soft. Like I never see a bunch of defensemen soft like this. So they put the two combination and. Well, hey, there's a lot of guys don't care. They pretend to care, but I know they don't care. Ah non, c'est pas fini, Jack! Ça vieillit pas. On veut. On n'a pas le Kovacic, on n'a pas le. Hey! C'est pas grave. C'est grave. Je veux mon. Okay. Il y en a plus qu'un en plus. Ah oui. Ouais, mais. Je veux mais. Alors, ça fait 20 ans. Oui. Déjà. C'était aujourd'hui, il y a 20 ans? C'était demain, il y a 20 ans. C'était demain, il y a 20 ans. Ouais. 10 janvier 2006. Le temps passe vite pareil, hein? Ouais. Et là, ça n'arrête pas d'être bon. Son anglais à Michel était quand même, comment dire, approximatif. Non, mais... En évolution. Oui, c'est ça. Il n'était pas arrivé. Il n'était pas doute là. C'était pas fini. Non, mais d'ailleurs, mais la raison pour laquelle... moi, je me suis assis avec Michel Therrien pour pouvoir décortiquer de fond en comble chacune des phrases de cette tirade-là. Alors, Michel... Mais oui, on l'écoutait ensemble. Là. On était côte à côte, puis on l'écoutait, puis on faisait pause, puis il y avait des anecdotes, etc. Puis j'ai parlé de son anglais, à savoir si finalement, si ça jouait avec son niveau de crédibilité dans un vestiaire de la Ligue nationale, surtout à cette époque-là, parce que quand il se retrouvait à Montréal, c'était mieux. Par la suite, il a vécu pendant... là, ça fait plusieurs années qu'il vit en Floride. Il est, je pense qu'il est plus à l'aise en anglais qu'il l'était il y a 20 ans. Puis c'est ça. Moi, c'est pareil.
Et puis il dit, tu sais, on est qui on est, puis ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Mais il est parti sur une tangente intéressante de dire que, peu importe la qualité de son français, il trouve ça déplorable que les entraîneurs québécois n'aient pas suffisamment leur chance. Puis il dit, on ne fait pas partie du club, tu sais, les entraîneurs québécois. Puis c'est pour ça que c'est important que le Canadien continue de donner une chance aux entraîneurs d'ici, parce que sinon, les portes ne s'ouvrent pas devant nous, tu sais. Alors, il a été presque émotif. Candide, oui, absolument. Ben, Candide, ça, il a été tout au long de notre échange. On a passé de sa carrière 45 minutes ensemble à discuter de ce qui avait mené à cette tirade-là, le contexte dans lequel il était devenu entraîneur-chef des Pingouins. Puis, on a vraiment passé un bon moment. Ça a été le fun. Une tirade qui était prévue, là. Oui, absolument. C'est ça. Oui. C'est ce qu'on comprend. Oui. Puis, je sais pas que ce soit... Parce que là, c'est un anniversaire. C'est ça que c'est. On va faire un party. Non, mais que ce soit devenu comme un objet de culture populaire. Ben assurément, parce que, comment écoute, il trouve ça? Je pense que, lui, il trouve ça drôle. Il trouve ça drôle à mourir. Puis il sait que à Pittsburgh, ça fait époque aussi. T'sais. À un moment donné... Ça, puis les annonces de Max Talbot, de concessionnaire de voiture. Concessionnaire, ça, c'était bon, ça. Oui. Excuse-moi. Oui. Quand il est revenu dans l'uniforme, derrière le banc du Canadien, il y a comme eu une espèce de petit vidéo hommage qui lui avait été faite à Pittsburgh. Et puis, ils avaient inclus dans le vidéo hommage des extraits de la tirade. Puis, ils avaient trouvé ça drôle. T'sais. C'est... puis, un petit peu comme, par exemple, les fans de hockey au Québec, on connaît des bouts de slapshot par cœur. Ben, il y a une certaine frange d'amateurs de hockey, autant au Québec qu'à Pittsburgh, qui connaissent Kovacic, puis toute cette tirade-là par cœur. What he did. Alors, oui, c'est pas... Écoute, c'est de la petite histoire, c'est vraiment... c'est de l'anecdote. La grande histoire. C'est l'affaire la plus importante. Ben, c'est parce qu'en matière de tirade, puis il n'est même pas sorti de ses gonds, mais quand on regarde quelque chose, les affirmations spectaculaires d'un entraîneur, quand tu fais le tour là, dans l'histoire de la LNH, là, ça se classe très, très haut. Oui. Là, au milieu de des meilleures sorties de Tortorella ou de Richard Martel qui paye pas le prix. Qui paye pas le prix. Guy Carbonneau à Détroit. Je l'ai dit! Oui, mais c'est encore meilleur que Carbonneau. Ah oui, non, c'est sûr que c'est meilleur. Il n'y a rien qui est meilleur que ça. Là. Puis c'était en Suisse, Mario Richer, c'est en Suisse, là? Oui, ça, c'était Ou en France. Bon. C'est quoi ça? C'est en France. C'est en France. Écoute, ça date de la... C'est l'Halloween l'année dernière. C'est en même temps que Martin Saint-Louis, ils se sont vomis dessus. Oui, c'est ça. Probablement que... Inspiré, peut-être. Si on n'avait pas eu à discuter du fait qu'il s'était vomi dessus, le Canadien, après l'effort à Washington, là, on aurait peut-être parlé de Mario Richer. Ouais. Mario Richer, vous mettrez ça dans votre moteur de recherche préféré. Oui, il parle des costumes d'Halloween ce soir-là. On a vu 2 costumes. Là, bon... c'est très drôle. Évidemment, t'es pas allé jaser avec Michel pendant 45 minutes, là, juste pour le petit segment qu'on fait en ce moment. Non. Ce sera décliné sur plusieurs plateformes. Exact. Écoute, on en a fait un document de 12 minutes. Oh! Alors, mettez ça dans votre moteur de recherche avant Mario Richer. Là. Mettez ça tout de suite. Sur le site web de Radio-Canada, puis également sur YouTube aussi. Là. Excellent. Puis, il y a un petit 2 minutes aussi qui va circuler sur nos réseaux sociaux. Il y a des témoins de l'événement aussi, des acteurs de l'époque qui témoignent, j'imagine. Maxime Talbot, Colby Armstrong est là, Tom McMillan, le responsable, le vice-président aux communications des Pingouins également, qui lui, en fait, qui a compris que c'était prémédité parce que Michel Therrien s'est tourné vers lui puis il a dit, parce que normalement... Just watch me, non? Pas vrai, il a dit ça? Exactement ça. Un classique, c'est Trudeau. Moi, je dis ça tout le temps. Oui, watch me. Il y en a qui... Bon... McMillan s'en souvient en disant « Watch this ». Michel s'en souvient en disant « Watch me ». Mais bon, c'est la même idée. Pierre-Éliott Trudeau, lui, il s'en souvient pas. Et on va apprendre aussi qui est Kovacic. Oui. Parce que le Kovacic n'est pas le Kovacic. Pourquoi? Non, c'est le Kovacic qu'on pensait. Mais tu vas voir. Tu vas voir pourquoi. Ben oui, on va se rappeler pourquoi il y en a été. Parce que moi, j'avais 2 hypothèses. C'était soit Chuck Kovacic ou Ilya Kovalchuk. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Kovalchuk. Oui, mais ça aurait pu être les deux. Je pose la question. Alors, la réponse était Kovalchuk. Voilà. Puis pourquoi il parle de Kovalchuk? Il y en est question dans le document. C'est le fun.
J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. On s'est assis ensemble avant le début de la saison parce que je savais que là, rendu à l'hiver, il serait en Floride. Tu l'avais sur ton... Ben oui. T'es pas allé à Davos pendant la Coupe Spangler pour le rencontrer? Ça n'a pas été long, la coupe pour le Canada à la Coupe Spangler. Non. On n'a pas parlé. Non, c'est ça. Là, écoute, c'était bon, mais là, à un moment donné, ils se sont mis à parler de la Coupe Spangler, puis là, j'ai décroché. On s'étire. Je voulais vous demander, puis on va se quitter là-dessus, mais il va y avoir une séquence de défaites, là. À un moment donné, là, ça fait... OK, fiou. C'est sûr. Dallas, pas que je le souhaite, là, ou je suis pas de ce genre là, de... Tu ne manges pas de ce pain-là. Non, mais il y a des gens dans les médias qui font un peu ce qu'on fait, qui disent « Ah, ben c'est plus facile quand ça va mal. » Moi, je suis pas du tout... C'est pas ça que je veux dire, mais c'est pour les gens, là. Je veux qu'on se calme, tout le monde, là. C'est pour notre santé mentale. C'est normal. Ça va être normal. Facile à écrire quand ça va mal. C'est ce que tu dis. Ouais, c'est plus... moi, je sais pas écrire, donc. Ah non? Non. Okay. Regarde, je fais des dessins. Oui, puis tu fais des drôles de dessins, je trouve. Des fois... Je fais toujours un cube. Oui. Mais t'en fais d'autres aussi, là. À l'école de communication... Oui, ça, c'est le chat Schrödinger qui est là, ici. On ne sait pas trop s'il est... Parce que là, moi, j'ai mon école de communication. Je comprends pas ça. J'ai mon cabinet, maintenant. Contrairement à moi. Non, donc, ça s'en vient pas pire, mes affaires. Ouais. Donc, oui, il y a le cours sur le cube à mon école de communication. Mais séquence de défaite peut-être, mais ce qui va être intéressant, c'est qui pourrait être un autre témoignage de l'évolution de cette équipe-là, c'est est-ce qu'on est capable, à partir du moment où on perd une ou deux, même 3 matchs de suite, est-ce qu'on est capable de freiner ça pour éviter d'embarquer? Ouais. Parce que ça a été... C'est ça le problème. Il y a des moments, tu voyais par flash les autres années, les germes d'une bonne équipe, mais ils s'enfargeaient, puis ça restait négatif pendant un bon bout de temps. Mais là, je pense que ce serait une belle étape que d'arriver à un point où, quand l'équipe perd 1 ou 2 matchs de suite, qu'elle est capable de stopper l'hémorragie. C'est la grande différence avec les saisons passées, je trouve. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait toute l'année jusqu'à présent. Là. Les séquences de défaites ne se sont pas étirées, puis il y a clairement une fondation du style de jeu qui est bien établi, et ça fait en sorte que le Canadien est premier de la division Atlantique au moment où on se parle. Ben, ils ont eu quand même une séquence de 5 défaites à la mi-novembre. Avec des gelées là, contre Los Angeles, Dallas et tout ça. Là. Ouais, mais s'en sont magnifiquement sortis, en fait. Ouais. Alexandre Gascon, Marc-Antoine Godin, vous êtes nos 2 journalistes affectés aux affaires du hockey. C'est nous. C'est nous, ça. Cabotin en chef. Mm-hmm. Un grand merci. C'était très agréable. Plaisir, messieurs. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur signataire de Tellement Hockey. Jack, un gros merci. Pas de Marseillaise. J'insiste. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un excellent week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.